En Guinée, l'histoire de la presse écrite remonte à la période coloniale. Elle a activement participé à libérer le pays du joug des colons avant de se voir muselée sous Sékou Touré. Elle ne commencera à respirer le vent de la liberté qu'à partir des années 90 sous Lansana Conté. C'est le résumé des ouvrages écrits par un enseignant-chercheur. On en parle dès le début de ce journal. On parlera également de l'émigration irrégulière qui vide le continent africain de la plupart de ses jeunes. Au début de ces voyages périlleux, certains émigrés sont même aidés par leurs parents qui pensent les pousser vers réussite. Mais généralement, ça tourne au piment. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Bonsoir et bienvenue. On parle ce soir de l'histoire, sinon d'une histoire de la presse écrite en Guinée. L'enseignant-chercheur et désormais écrivain Mamadou Dinde Diallo a travaillé sur 3 tomes publiés très prochainement. En attendant leur dédicace, nous vous proposons un avant-goût de ces ouvrages qui vous permettent d'avoir une idée sur l'évolution de la presse écrite chez nous depuis la période coloniale. Mamadou Tanouba nous décrypte le passage de l'auteur dans l'émission Café Débat d'hier lundi. Suivez. Un siècle de journaux, l'histoire de la presse écrite en Guinée, c'est le titre de 3 tomes publiés par l'enseignant-chercheur Mamadou Dinde Diallo. Cet écrivain retrace l'histoire de la presse écrite en Guinée, une presse qui a vu le jour grâce aux colons français. Je voulais montrer au public que les journaux qu'ils ont dans la main ici, leur histoire vient de loin. Et ça vient de la période coloniale. Et durant la période coloniale, une bonne partie a été consacrée à des journaux faits par les colons. Le premier journal qui a été créé en Guinée a été créé par l'Église catholique. Ça s'appelle La Voix de Notre-Dame. C'était en 1925. De 1925 à 1945, tout ce qu'il y avait comme journaux qui circulaient en Guinée était écrit par les colons. C'est-à-dire de la fin de la Première Guerre mondiale. Non, voilà, exactement. Jusqu'à la fin de la... jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. mondiale. Merci beaucoup, c'est ça. De la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, tous les journaux qui ont été créés et qui ont circulé en Guinée ont été créés, écrits par des Européens, donc des Français, mais à destination de cette même communauté française. La presse écrite a joué un grand rôle dans la lutte contre la colonisation, mais après l'indépendance, le régime révolutionnaire s'est montré très radical contre ses opposants, souligne l'auteur Mamadou Dinde Diallo. Vous savez, en toute chose, au début, il y a l'euphorie. Il y avait l'euphorie de l'indépendance. Mais avec l'évolution politique, le durcissement politique, le contexte international qui, n'est-ce pas, jouait, a fait que, n'est-ce pas, les gens ont voulu à un moment donné marquer une pause pour pouvoir reprendre leur indépendance. Mais c'était un peu trop tard, c'était bouclé, et ce qui a fait que la presse n'a plus été indépendante jusqu'à la fin de 1984. Elle a été une presse dirigée, idéologiquement marquée par le parti. Après la mort de Sékou Touré, la presse écrite connaîtra son printemps à partir des années 90. Dès 90, les journaux vont sortir, vont foisonner. C'est pourquoi j'ai parlé d'un printemps. Aujourd'hui, seul la HAC peut dire avec exactitude, il y a eu combien, n'est-ce pas, de journaux créés en Guinée. Parce que la loi a tellement facilité la création du journal en Guinée que n'importe qui pouvait créer son journal. Donc c'est pourquoi il y a eu tellement de titres qui ont été créés, mais qui n'ont pas survécu aux difficultés qui vont naître. On va les voir si vous voulez. Donc peu de journaux, il y a eu ce qu'on appelle, comme le disent les chrétiens, beaucoup d'appelés peu d'élus. Donc il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, de journaux qui ont été créés, mais peu sont restés. On peut s'imposer. On peut s'imposer. On peut rester. Voilà. Aujourd'hui, la presse écrite est confrontée à d'énormes difficultés avec l'arrivée de la presse en ligne. Alors, que faire pour continuer à exister? Les journaux de la presse écrite ne doivent plus être des journaux d'information, mais des journaux d'analyse. Analyser des situations, approfondir des enquêtes sur telle ou telle chose qui a été dite. Pour que, n'est-ce pas... C'est là où ils auront besoin de bons chroniqueurs. Exactement. Donc c'est là qui va fidéliser les clients. Mais si les journaux de la presse écrite restent
dans le domaine de l'information, elles seront vite dépassées parce que l'information circule. Des violences interethniques ont fait une vingtaine de morts ces derniers jours à Massanta, c'est en Guinée forestière. L'État y a déployé des missions pour appuyer les efforts des sages de la localité afin de ramener le calme dans la cité. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons joint au téléphone la députée uninominale de Massanta, Marie-Kenneth Guilavogui, qui s'est elle aussi rendue sur place pour sensibiliser les différentes communautés en conflit. Écoutez-la au micro d'Ansoubaï Le Baldé. Les habitants de la préfecture de Macenta ont vécu ces derniers jours des moments de trouble sur fond des affrontements violents entre Thomas et Mania. Bilan, une vingtaine de morts et d'importants dégâts matériels. Chacun des deux camps réclamait la paternité de cette préfecture forestière. La députée uninominale de Macenta est déjà sur place depuis le début des événements. J'ai vraiment vécu ces derniers moments à Macenta avec beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur parce que j'ai vécu de l'atrocité, vraiment des situations que je ne peux pas expliquer. Donc, Macenta est en larmes. Macenta est dans la désolation. Pas le moment et le lieu, ce ne valait même pas la peine. Et je pense que la justice doit être faite. Mais pour l'heure, c'est la sensibilisation, c'est l'apaisement, et de demander aux uns et aux autres vraiment de calmer les ardeurs pour que nous puissions regarder l'avenir. Et je profite de votre antenne pour présenter mes condoléances à toutes les familles pleurées aujourd'hui à Macenta. Marie-Kenneth Guilavogui appelle les uns et les autres à l'accalmie pour, dit-elle, rétablir l'ordre à Macenta. Je demande à chacun de se ressaisir, de pouvoir se regarder en face, parce que sans la paix, rien n'est possible à Macenta. Il n'y a que la paix qui peut nous permettre aujourd'hui de sortir Macenta dans l'ornière. C'est une très très vieille ville, une belle ville. Elle confie qu'avec la présence de plusieurs autres fils de la préfecture, une campagne de sensibilisation est menée, cela à travers des consultations avec les notables. Oui, nous sommes permanemment en contact avec les deux camps, c'est-à-dire le patriarche avec le notable Bakari Ourma et le patriarche Mataga Oukevogi, qui sont des personnes morales de la préfecture. Aujourd'hui, on les a rencontrés grâce au courage et vraiment à la disponibilité et à l'esprit de devoir du gouverneur de région. Et surtout, le ministre d'État, Oué Guilavogui, vous a beaucoup appuyé. Notre frère Lucien Guilao était de la partie. Chacun a joué sa percussion pour que la paix revienne. Marie-Kenneth Guilavogui sollicite de la justice des enquêtes pour traquer les fauteurs de ces troubles et les punir à la hauteur de leur forfaiture. Avec le manque d'emploi et le désespoir qui va avec, beaucoup de jeunes Africains pensent aujourd'hui que l'émigration est la solution pour s'assurer un avenir meilleur et soutenir leurs parents. Parmi ces parents, certains même financent les voyages clandestins de leurs fils vers l'Occident dans l'espoir de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Mais dans la plupart des cas, les jeunes se retrouvent dans une sorte d'enfer sur terre. Et leurs parents, à la place des retombées financières, sont plutôt obligés de continuer à transférer des montants considérables à leurs fils irrégulièrement émigrés pour atténuer leurs souffrances. Suivez ce reportage signé Ansoubaï Le Baldé. Plusieurs familles ont payé et continuent de payer lourdement les frais de la migration irrégulière. Ceux qui se lancent dans cette aventure périlleuse en subissent les conséquences économiques, morales, physiques ou encore psychologiques. Dans ce reportage, nous nous sommes intéressés aux familles qui continuent de prendre en charge leurs membres même après leur arrivée en Europe. Nous sommes à Imbaya Taneri, dans la famille Bari, qui a accepté de nous recevoir. Leur fils, Mamadou Billo Bari, âgé d'une vingtaine d'années, a quitté la Guinée pour l'Europe en 2016 par la voie irrégulière.
Son voyage, qui a coûté des millions de francs guinéens, a été entièrement financé par ses parents. Le jeune migrant est arrivé en Europe en 2017, mais depuis, l'Eldorado qu'il s'imaginait est devenu son pire cauchemar. Sa situation économique n'a pas changé puisqu'il vit encore au crochet de sa famille en Guinée. Depuis le jour qu'il est sorti du camp, c'était à nous de prendre sa charge de l'Italie jusqu'à la frontière, parce qu'il est passé par la frontière terrestre aussi, jusqu'à la frontière, et puis le passage, parce qu'il y avait les frais. On avait financé à hauteur de 15 millions, là aussi. On avait financé à hauteur de 15 millions pour ce passage, pour une durée estimative de 2 semaines pour la traversée. Donc il a essayé une fois même, il n'a pas réussi, il a fallu qu'on envoie encore les frais de transport pour qu'il puisse passer. Cette fois, c'était pas exactement le même montant. Le monsieur nous a dit, vu que c'est une deuxième tentative, il nous a trouvé un prix forfaitaire qu'on a payé et puis il a aidé pour rallier la France. Là, quand il est rentré en France, c'était par la ville de Marseille, c'était encore autre chose. Dans l'espoir d'obtenir un permis de séjour, Billo Bari a quitté l'Italie pour la France. Mais selon ses proches, cela n'a pas mis fin à ses difficultés. Le jeune homme cherche désormais à intégrer un camp de migrants, obtenir les papiers de séjour et reprendre ses études. Mais en attendant, sa nourriture, son logement sont pris en charge par sa famille. Il a fallu qu'on prenne en charge ses frais de là où il doit se coucher. Il était avec un ami, il se partageait la couchette. Donc il a fallu qu'on envoie de l'argent pour les frais de location et puis son manger. Là aussi c'était autre chose. Une autre personne qui se retrouve dans la même situation, c'est Mamadou Billo Cissé. Il a lui aussi son ami parti dans des conditions irrégulières en France dont il préfère taire l'identité. C'est après les études universitaires en 2013 que le jeune a décidé de braver le désert et la Méditerranée pour rejoindre l'Europe où il n'arrivera qu'en 2020. Son voyage est devenu une charge inestimable pour sa famille et certains de ses amis. Jusqu'à l'heure où je suis en train de vous expliquer, c'est nous qui sommes ses amis, c'est les parents qui cotisent un peu, chacun donne ce qu'il a à la fin du mois ou chaque après 2 mois, pour qu'on puisse l'amener ça parfois 50 €, la valeur de 50 €, parfois 70 €, parce qu'ici aussi c'est pas facile. Donc parfois même ça va jusqu'à 100 €. Au-delà des charges financières que cela engendre pour les familles, il y a aussi les problèmes psychologiques. La peur de ne plus revoir l'autre, très anxieux, le père de Mamadou Billo Bari espère revoir son fils un jour sain et sauf. Aux dernières nouvelles, il avait commencé à développer une maladie psychiatrique. Sa famille est aujourd'hui sans nouvelles de lui, confie son frère aîné Yagouba. Donc ces derniers temps, ils l'ont pris pour l'envoyer à Paris dans un hôpital psychiatrique. C'est jusqu'à ce vendredi, parce que ce vendredi, ils nous ont appelés nous. Nous n'avions pas ces nouvelles, il n'a plus de numéro, il n'avait pas de téléphone, ça faisait au moins 1 mois, je n'avais pas eu ces nouvelles. C'est très inquiet. Donc le vendredi passé, l'hôpital m'a appelé pour me présenter maintenant, pour dire que vraiment que c'est lui qui était couché là-bas dans un hôpital psychiatrique. On a eu à échanger un peu avec lui, j'ai eu à échanger un peu, il disait que c'est sa tête qui lui faisait très mal. Je lui ai dit bon, comme il fait nuit, repose-toi. Le lendemain, j'ai décidé de rappeler. J'ai rappelé le lendemain. On me dit qu'il est sorti de l'hôpital. Je ne sais pas, on m'a raconté un tas de trucs. En tout cas, je n'ai pas eu ces nouvelles depuis ce vendredi. Il n'a pas de téléphone, il n'a pas d'adresse. Nous avons également rencontré ce consultant en migration pour analyser les conséquences liées à la migration irrégulière. Dr Alpha Abdoulaye Diallo revient aussi sur les causes fondamentales qui amènent les familles à prendre en charge leurs enfants émigrés. Les familles continuent à payer, puisque si à travers des réseaux informels, on te dit il faut payer tant pour pouvoir avoir un travail, tu es obligé d'appeler la famille pour demander à ce qu'on t'envoie tel montant pour que tu verses à ce réseau informel pour avoir le travail. Alors que ce n'est pas un travail garanti. Le plus souvent, on vous utilise, on vous fait travailler, on vous donne des miettes.
Certains migrants perdent même la raison malgré qu'ils soient arrivés en Europe. Le consultant explique cela par la déception de vivre autrement. J'avoue que c'est pourquoi il faut un accompagnement psycho-affectif. Quand quelqu'un qui était dans de bonnes conditions ici, qui pouvait manger à sa faim, dormir, qui a des amis, il peut aller faire ses loisirs. Quand il se retrouve bloqué sur un chemin périlleux jusqu'en Europe, et qu'il va en Europe, il trouve que vraiment l'Eldorado qu'il pensait, l'image qu'il avait de l'Europe, c'est pas ça qu'il trouve, mais c'est troublant. Donc ça vaut vraiment le coup que l'intéressé puisse perdre vraiment raison. Toutes les familles interrogées souhaitent le retour de leurs membres pour pouvoir entreprendre ici en Guinée. En attendant, les dépenses qu'elles effectuent continuent d'augmenter. Ces dernières années, la Guinée est régulièrement citée au 2e rang des demandeurs d'asile, notamment en Belgique et en France. Grand merci à Soubaïlo Baldé pour ce reportage. Il a 106 ans, mais il garde encore la forme d'un véritable ancien combattant. Simon Malanga a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Ce vétéran sud-africain d'une santé de fer avait rejoint l'armée à cause de la pauvreté. À son retour de l'Italie, ce survivant de l'unité militaire des Noirs sud-africains va rejoindre un groupe de chant et de danse dont il reste encore passionné. Nos confrères de France 24 l'ont rencontré à Johannesburg. Suivez. Dans les rues animées de Johannesburg, le domicile et la voix d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Simon Malanga a vécu une longue vie et il est toujours en pleine forme. 106 selon lui, plus même selon sa famille. En tout cas, une vie bien remplie pour Simon. C'est l'un des derniers survivants de l'unité militaire des Noirs sud-africains. Well, I went to the army because of my poverty. So then I left my parents, and then I went away. Now I didn't even tell them that I'm getting to the army. À l'époque, les soldats noirs n'avaient pas le droit de combattre et devaient souvent travailler en tant que gardes, aides-soignants ou ouvriers. Simon surveillait des prisonniers de guerre en Italie. Au retour, les soldats blancs recevaient de nouvelles maisons. Les noirs, eux, pouvaient espérer des bottes ou un vélo. I was given a bicycle. I had to accept it, but really I feel it's a cheating that I've been cheated by the government of South Africa to give me a bicycle. La ségrégation se poursuivait même après la mort. Les soldats noirs sont enterrés loin des blancs. Aujourd'hui, une commission indépendante chargée de l'identification et de l'entretien des tombes des soldats du Commonwealth tente de rendre hommage à ces soldats oubliés. Mais elle se heurte souvent à la difficulté d'obtenir des données fiables. The documentation was very rudimentary and not a lot of effort was put in. A lot of them are written in pencil and over the intervening 100 years they've faded. Simon Malanga, lui, estime que tout cela appartient au passé. À son retour d'Italie, il rejoint un groupe de chant et de danse. 75 ans plus tard, il est toujours aussi passionné. C'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. À très bientôt sur Gangan TV.